Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Madiba Learning. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et la chance d'être en présence d'une femme d'action et de vision, une passionnée de culture et d'entrepreneuriat social, Madame Akpo. Enchantée. Enchantée. Donc, si je peux faire un résumé rapidement de votre personne. Belgo-béninoise, Madame Akpo a fondé ici la galerie Oshola, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, un lieu unique à Bruxelles qui permet justement de promouvoir les artistes et l'art africain. Et durant cette interview, nous allons pouvoir plonger un peu plus profondément dans votre parcours, dans vos inspirations, dans les défis et bien sûr, sous vos projets futurs. Donc tout d'abord, j'aimerais vous demander de vous présenter un peu plus longuement pour toutes les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Alors, bonjour et merci d'avoir pris le temps de venir me rencontrer. Bien sûr. Donc, mon nom est Libinitan, Lady Oshola, Christiane, Anike. Et Non, j'ai plusieurs prénoms. Je suis Yoruba, c'est un peu normal. Donc voilà, chez nous dans la culture Yoruba, souvent les enfants ont plusieurs prénoms. Donc du coup, moi j'en ai 4. Okay. On me connaît plus sous Libinitan. Voilà. Donc du coup, je suis d'origine béninoise, depuis 30 ans en Belgique. J'ai une fille de 9 ans. Félicitations. Merci. Et donc, il y a 15 ans, j'ai commencé à travailler vraiment dans, on va dire, le milieu artistique et culturel. Et je me suis installée en Belgique en 2015. Et j'ai ouvert la galerie Oshola Espace, au début, sur Excel, en 2017. Okay. Donc voilà. Et donc, depuis l'année passée, on s'est installé au Sablon. Okay. Voilà. Félicitations pour votre installation alors. Et donc pour commencer, est-ce qu'on peut savoir un peu plus, notamment sur la signification en fait, de Oshola? Pourquoi ce nom-ci? Qu'est-ce qu'il reflète et en quoi en fait, il est lié avec votre mission que vous faites ici dans la galerie? Tout d'abord, Oshola vient de mon prénom, le second, c'est Olushola, donc, qui veut dire Dieu a fait des merveilles, en langue Yoruba. Une langue parlée au Nigeria, mais aussi au Bénin, d'où je viens. Et donc, j'ai juste scindé un peu le prénom. J'ai pris le O, qui veut dire Dieu, ou le O de l'infini, et j'ai ajouté Shola, qui veut dire merveille. Voilà. On va dire, ça veut dire les merveilles de Dieu. Et comme je travaille dans l'art, et pour moi, les artistes sont un peu des signataires entre le tangible et l'intangible, comme des témoins, on va dire, de Dieu, pur par leur création. Ils nous habitent dans un monde qui est carrément abstrait, dans l'absolu. Donc, du coup, je pense que c'est un nom qui va bien avec, qui va bien avec l'art. Donc, voilà. Donc, Oshola, qui veut dire Dieu a fait des merveilles. Et un peu pour revenir aussi sur votre slogan, excusez-moi, un pont vers l'Afrique. Comment vous le décririez qui se reflète en fait dans vos actions que vous faites ici, ce slogan? Écoutez, ça c'est le slogan qui appartient vraiment à la marque Oshola, qui est la marque vraiment mère, générique. Et maintenant, la galerie, c'est Oshola Galerie, c'est une sous-marque d'Oshola. Et donc un pont, parce que je pense qu'un pont, on y va et on y revient. D'accord. Longtemps, les populations, les peuples ont créé des murs entre les ethnies, les communautés. Et donc, nous, on veut créer un pont pour que les gens puissent venir, à travers Oshola, découvrir un peu l'Afrique différemment, à travers sa culture et ses arts. Mais aussi, voir aussi le regard qui est au-delà du pont, donc aussi chez l'autre, dans le monde entier. Donc, découvrir vraiment l'autre à travers son art aussi, sa culture, mais aussi découvrir ce que nous avons aussi en Afrique à travers notre culture et notre art. D'où un pont vers l'Afrique. Et comme il y a plusieurs ponts, les ponts... tellement des ponts qui mènent en Afrique, qui mènent aussi vers l'autre. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise à travailler dans un pont qui émane des pensées culturelles et artistiques de l'Afrique. C'est ça, donc un peu un pont que vous faites en fait ici à Bruxelles vers l'Afrique. Vous êtes un peu alors cette passerelle qui se situe ici. Oui, de manière spécifique, oui, absolument. Quel est en fait votre choix en fait d'être ici, précisément à Bruxelles et plus généralement en Europe? Ça fait 30 ans que je suis en Belgique, donc je suis belge. Je me sens un peu hybride. Hein. Autant je suis enracinée dans mes cultures africaines, et je dis bien mais, parce que je suis béninoise, Yoruba, mais j'ai grandi aussi à Porto-Novo, qui est plus fond. Donc autant je suis ancrée dans mes cultures africaines, mais je suis aussi pleinement belge. Ma fille d'ailleurs, elle est métissée, elle est allemande et aussi béninoise. Donc je me sens vraiment hybride. Mon arbre pousse en Afrique, mais les feuilles sont dans le monde entier. Vous voyez? Okay. Donc voilà pourquoi je pense qu'il est bien de partir d'où on est. Et vu que je suis en Belgique et en plus Bruxelles qui est la capitale européenne, pour moi c'était tellement logique de s'installer d'abord ici et après ailleurs. Donc voilà.
Ok. Ah, vous prévoyez de vous installer peut-être ailleurs Ah oui, après pour la Belgique? l'instant, on est au Bénin et aussi en Belgique. On a aussi eu des pop actions. On a eu ça en Côte d'Ivoire, au Congo, au Sénégal. Et donc, pour l'instant, on est. Et là, je vise pour l'instant aussi l'Afrique de l'Est. Plusieurs en même temps. Partout où il y a des Africains, je veux y être. Ah, ok. Ah, Et je pense que nous sommes partout. Hein. Donc, Je le partout confirme. où il y a la peau colorée, hein, je voudrais y être. Je voudrais qu'il y ait des lieux au Chola. Ok. Lié, comme vous dites, à ce pont en fait, qui peut se trouver alors n'importe où dans le monde. Absolument. On va passer maintenant sur une autre partie qui traite un peu plutôt des procédés que vous mettez en place pour choisir en fait les artistes ou les œuvres que vous mettez ici en valeur. Déjà un peu, comment vous décririez le type d'œuvre que vous mettez ici? La ligne que nous tenons, c'est vraiment une ligne qui s'appuie sur les coutumes, les traditions, les cultures, l'histoire d'Afrique. Voilà, c'est notre ligne, notre charpente. C'est vraiment la culture qui vient des peuples africains. Donc, les artistes qui travaillent et qui s'inspirent de ce terreau-là sont mis en avant ici, qu'ils soient blancs ou noirs, peu importe. Tant que ce que tu crées, ce que tu proposes au monde entier émane des richesses culturelles et cultuelles africaines, bah alors tu es d'office déjà coopté. Et après, maintenant, on voit le côté aussi la technique et aussi ce que le public aussi demande. Donc voilà, donc c'est d'abord le premier tamis, c'est vraiment un tamis qui se base sur vraiment les cultures et les cultes africains. Ok, donc en fait dans vos galeries on peut retrouver autant de l'art premier que de l'art contemporain, Plus plastique. plus plastique. Ok. Voilà. Donc on n'expose pas tout ce qu'il y a. Enfin, ça peut vous arriver d'exposer aussi des sculptures. Oui, j'en ai. D'ailleurs, au Chola, il y a une collection privée de ça. Donc, on en a, mais pas vraiment pour vendre, plutôt pour montrer. Voilà. Et comme vous l'avez expliqué, donc vous êtes installé depuis à peu près un an, si j'ai bien compris. Vous avez dit- Ici, au Sablon, oui. Exactement. Est-ce qu'il y a déjà eu des... Si vous devez revenir sur un événement marquant qui s'est déjà produit ici, lequel citeriez-vous? Je pense que comme chaque être humain, on est tous différents. Donc chaque rencontre qu'on fait, parce que je fais des apéros qui sont différents des vernissages. Les apéros, c'est vraiment, les gens viennent avec l'optique de rencontrer l'autre, l'art, mais aussi surtout l'autre, que l'art prenne vie, comme on fait, on va dire, en Afrique, où vraiment, souvent quand je vois les Européens, ou les gens qui ont grandi en Occident, quand ils vont au musée ou dans les galeries, ils prennent souvent des photos des œuvres. Les Africains, ils prennent des photos avec les œuvres. C'est rigolo. Donc c'est comme si finalement l'œuvre vit, elle accompagne. C'était comme si l'œuvre aussi était une entité à part. Donc voilà. Donc du coup, on fait des apéros pour que les gens puissent venir se rencontrer, parler entre eux, comme on faisait auparavant, que maintenant avec l'émergence du virtuel, on ne se voit presque plus jamais. Donc c'est vraiment un lieu où, à travers l'art et la culture, on peut rencontrer et les artistes, et la culture, mais aussi surtout l'autre. Je vais même rebondir sur ce que vous avez dit de la présence d'artistes qui viennent ici, comme vous avez dit à vos apéros. De quelle manière, en tout cas, Oshola aide un peu aussi les artistes à s'introduire dans le monde professionnel et peut-être un jour arriver à vivre des œuvres qu'ils produisent? Je pense que l'art, c'est vraiment, à la fois, il y a un aspect totalement orthodoxe. Il y a comment on fait à travers des salles de vente. En fait, le process, c'est comme une route sur laquelle il faut passer. Voilà, les galeries, salles de vente, et voilà. Mis à part cela, il y a aussi l'aspect où tout est spéculation. On ne sait pas vraiment quel artiste va prendre demain. Parce que tout le monde veut, on va dire, investir ou acheter l'artiste qui prendra demain, mais on ne sait pas. Le galeriste qui vous dira que celui-ci va marcher, et faut faire attention. Donc d'abord, c'est d'abord le cœur qui parle, d'accord. Quand l'acheteur acquiert une œuvre, d'abord elle lui parle, ok. Et après maintenant, toujours voir l'aspect, pourquoi pas, financier, l'aspect, voilà, où on investit aussi, d'accord. Maintenant, pour l'artiste, c'est le même miroir, c'est aussi spéculatif, vous voyez. On ne peut pas vraiment savoir, à moins qu'il soit vraiment innovant, et aussi que le public aussi réponde, soit là aussi, vous voyez. Donc, c'est de l'art, c'est une spéculation. Non, je suis d'accord avec vous. C'est subjectif au final, l'art, de toute manière. Totalement, totalement. Donc, je pense, mais évidemment, il y a aussi l'aspect aussi technicité, qualité, orthodoxie, académique, il y a voilà, il y a tout cela, mais aussi avec beaucoup de chance aussi. Et est-ce que, en ce moment, est-ce que la Galerie Ochola collabore activement avec d'autres institutions, qu'elles soient européennes ou africaines? Oui, en Afrique.
Mais pour l'instant, je préfère ne pas en parler. Ok, Voilà. donc vous avez totalement le droit. Oui, parce que il y a un pivot qui est totalement social dans ce que je fais, qui est totalement non lucratif, mais il y a un pivot qui est aussi économique. Et des fois, c'est pas facile de trouver le bon juste milieu. Donc voilà. Et il y a des personnes qui collectionnent aussi et qui n'aiment pas dire qu'ils collectionnent, qui n'aiment pas être connus. Il y a cela. Il y a aussi des États qui nous adressent aussi des demandes et qui préfèrent aussi ne pas être aussi voilà, nommés. Donc oui, on le fait en tant que, on va dire, consultant sur le marché européen pour l'Afrique, mais avec qui je ne pourrais pas en parler. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que déjà Ochola a un réel impact, notamment puisqu'on allait parler un peu plus après de vous-même en tant que femme entrepreneur, est-ce que vous avez l'impression qu'Ochola a déjà un réel impact positif sur l'éducation et l'entrepreneuriat, notamment des femmes dans le domaine de l'art? Est-ce que vous avez l'impression déjà de pouvoir inspirer d'autres femmes à faire comme vous? À ce qui paraît, je suis la seule galeriste noire du Sablon. C'est pas ce qui paraît, ça en fait. Voilà, donc est-ce que c'est impactant? Dites-moi. Bon, je le pense, en tout cas personnellement. Voilà. Donc voilà, la réponse est là aussi. Et aussi, je suis la seule galerie qui vraiment qui s'ancre uniquement sur l'art qui vient d'Afrique. Je suis la seule qui fait que ça et qui soit aussi africaine. Et en plus, une femme. Donc l'apothéose. Donc est-ce que cela est impactant? Oui, c'est impactant. C'est très impactant. Bon. J'étais dernièrement sur ACA à Paris, lors du salon ACA, et je voulais rentrer dans un salon VIP. Donc je suis rentrée, donc il fallait d'abord dire qui je suis. Donc j'ai dit qui j'étais à la demoiselle qui était à l'accueil, qui était une jeune métisse, qui était aussi étudiante en art. Et je dis qui j'étais, ce que je faisais, je suis rentrée, mais en partant, elle m'a interpellée. Elle avait des grands yeux, mais vraiment tout émerveillé comme ça. Puis elle me parlait, j'ai dit mais pourquoi elle a les yeux aussi grands? Pourquoi elle est aussi toute émoustillée? Et je n'ai pas compris vraiment. Et après, elle me dit ce qu'elle faisait et tout. Et plus tard, je fais un tour sur les stands. Je vois que les galeries, c'est tous au peau blanche, à la peau blanche. Donc j'étais, on va dire, la seule noire qui était là, ou une des seules noires. Je dis, waouh! Voilà pourquoi elle est tellement émoustillée en me voyant en tant que femme noire. Mais moi, j'ai oublié que j'étais noire. J'oublie que je suis noire. Ça. Et donc voilà, et quand je vois dans son regard que ça la touche et que ça la rend fière, oui, je pense que ce que je fais est impactant. Et c'est aussi, pour moi, motivant. Est-ce que vous rencontrez quand même des obstacles qui vous ramènent quand même à votre statut, en fait, ici, de femme noire? Évidemment, c'est parce qu'il y en a qu'on continue ce qu'on fait. Je suis de nature assez positive, hein. Je suis très positive et des fois, consciemment, j'ignore l'aspect négatif parce que je pense que plus on y donne une importance, plus ça grossit. Donc ça prend l'ampleur. Donc du coup, j'ignore ça. Mais oui, si je tiens à être ici, à faire ce que je fais, c'est parce qu'il y a encore beaucoup d'esprit à changer, beaucoup de bêtises encore qu'on rencontre, beaucoup de racisme aussi qui est là aussi, discrimination aussi du genre, il y en a aussi plein aussi, parce que je suis une femme, je suis une femme qui est présente, donc aussi ça dérange aussi. Ou alors tu n'es pas ceci, tu n'es pas ça, tu es une femme, tu es noire, tu es pourquoi? Parce qu'on sait, on connaît l'histoire, alors on agit. On n'est plus dans la réaction, mais dans l'action. Sinon, on peut toujours réagir, mais ça sert à rien. Il faut aller outre, voilà. Et comme vous dites, jusqu'au moment où en fait, on va au-delà en fait, de sa condition. Absolument. Et juste on fait ce qu'on C'est parce qu'on est conscient de la réalité et du passé qu'on a des actions pour changer cette réalité-là, qu'on ne veut plus. Mais c'est uniquement par l'action et pas par la réaction. Parce que la bêtise n'a pas de couleur de peau. Hein. Et des fois, c'est bête à dire, mais les plus tenaces, ils sont de couleur comme moi. Hein. Absolument. Hein. Donc la bêtise, à cause de la jalousie ou ce qu'on voulait, mais voilà, la bêtise n'a pas de couleur de peau. Par conséquent, peu importe ce qu'on me dit ou ce que je vois, je ne vois rien, je n'entends rien. Je suis comme un singe. Et j'avance, et c'est tout. Mais oui, c'est réel. Pour continuer, bien sûr, on a parlé ici de l'art, qui est un peu, surtout ici l'art africain, notamment en Europe. Je parle aussi à titre personnel, mais je pense qu'il y aura pas mal d'autres personnes dans ce cas-là, qui est un peu un sujet un peu niche, qui est assez très méconnu du grand public. Est-ce que vous voyez aussi d'autres
niches de culture africaine qui ne sont pas assez mises en lumière, autre que l'art qu'ici, par exemple, vous promouvez? Est-ce qu'il y en a d'autres secteurs aussi que vous pensez qui ne sont pas assez mis en lumière? Je pense que l'histoire, ça change hein, déjà, hein, mais l'histoire. D'ailleurs, voilà, j'aime bien le chat, j'ai créé le chat. C'est la culture, l'histoire, l'art et le tourisme. Vous voyez, le chat. Voilà. Et donc, voilà, l'histoire n'est pas assez, les gens ne savent, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Voilà, donc je pense qu'on devrait plus connaître. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es. Quand ta force, tu la connais, tu la connais. Même si tu as devant toi une agression, quand tu sais qui tu es, tu sais qui tu es. C'est que si tu fais ça, ben, c'est fini, que tu le sais. Mais quand tu n'es pas conscient de qui tu es, à moindre coup de vent, tu tombes. Je crois que l'histoire n'est pas assez mise en avant. L'art, c'est un nom qui a été importé, hein, l'art. D'accord? Voilà. C'est ce que vous dire. Tout à fait. Donc, par conséquent, voilà, c'est encore un nom de près. Pour moi, l'art. Et ça, il faut encore en parler. Est-ce que vous pensez, en tout cas, pour rebondir dessus, est-ce que l'art ne serait pas alors un grand pilier de cela? Absolument, c'est le chat. C'est ce qui reste à travers le temps. Tout à fait. Ben, tout a commencé par l'art. Hein. Dans les grottes, c'était l'art. Hein. On a su qu'il y a eu des hommes parce qu'ils ont fait des graffitis, donc c'est l'art. Pour moi, c'est... et voilà. Et donc, je pense que l'art et la culture et l'histoire, ça va de pair. Et évidemment aussi le tourisme, mais l'art, la culture, l'histoire, moi, c'est un trio gagnant. Il faut en parler encore et encore et encore. Et donc, on va passer sur un peu un mot de la fin où on va poser un peu plus de questions, notamment sur Ochola. Donc Ochola, comme vous avez dit, qui vient de commencer il y a un an, vous venez de vous installer ici l'année passée. La galerie Ochola, ils en sont 15 ans, c'est quand même pas mal. C'est ça, excusez-moi. Mais justement, déjà 15 ans, et donc maintenant pour les années à venir, à court terme ou à long terme, comment vous voyez que votre projet va évoluer? Que c'est un projet, pas un projet, c'est une vision. C'est pas un projet, c'est déjà là, donc c'est un projet. C'est une vision qui va grandir évidemment. Et là, par exemple, je prépare une manifestation, une exposition, un rendez-vous autour de l'art et de l'histoire et la culture. Je mets en avant au mois de mars, par exemple, une femme qui a régné au Bénin, au Dahomey, la seule femme qui est régnée au Dahomey pendant 3 ans. La reine Tassi Hongbe, qui était pendant longtemps oubliée, mais qui, même si toujours vivante, hein, toujours dans la mémoire et dans les actions, mais qui était longtemps oubliée de manière officielle, et maintenant qui est réhabilitée, qui revient au goût du jour. Donc du coup, durant le mois de mars, je fais le lien entre l'art et l'histoire, et je mets en avant cette reine-là qui nous a marqués, et d'ailleurs qui a créé aussi l'armée féminine des Amazones, les Agojé. Donc voilà, je pense que plus nous allons évoluer, on va vraiment travailler plus sur le côté, vraiment le pan culturel de l'art et aussi l'aspect de l'histoire aussi de l'art. Vous voyez, auparavant, quand l'Africain créait quelque chose, une œuvre, une pièce artistique, c'était toujours pour un lien c'était pour un but précis, pas pour vendre, n'est-ce pas? Donc pourquoi l'art a commencé? Pourquoi nous créons? Quelle histoire? D'où ça vient? Voilà, vraiment questionner l'art, le travail artistique à travers l'histoire, pour que les générations qui viennent, et nous aussi, puissions savoir pourquoi nos semblables ont commencé à travailler, à créer des pièces uniques qui aujourd'hui jalonnent les musées extérieurs. Et justement, comme vous l'avez expliqué, en fait, déjà ce travail d'histoire, de savoir en fait l'art, comme vous avez dit, pourquoi ça a commencé, pourquoi les gens ont commencé à faire de l'art. Okay. Comment vous voyez alors la vision, en fait, l'évolution de l'art, puisque vous voyez des centaines d'œuvres, j'imagine, qui passent ici dans vos galeries. Donc, quelle est votre impression où va l'art aujourd'hui? Dans quelle direction elle évolue? C'est un questionnement qui est en perpétuelle mutation. Parce que, est-ce qu'un artiste peut ne pas faire ce pourquoi il est fait? Est-ce que je peux arrêter de respirer? Je ne peux pas arrêter de respirer. Donc, il y aura toujours de la créativité, il y aura toujours de l'art. Donc, je pense que l'art sera toujours là. Voilà. Tant que l'humain est, l'art sera. D'accord? Mais par contre, l'aspect qui s'y greffe, qui est l'aspect économique, ça, c'est autre chose. Maintenant, il faut ajouter l'aspect aussi virtuel, le monde actuel. Hein. Les galeries, beaucoup ferment, donc il faut en parler. Le modèle aussi a changé.
Donc, je pense que le monde de l'art doit être repensé, donc à l'aspect vraiment, le contenu artistique et dans le contenant doit être repensé pour que l'art puisse vivre, pour que les artistes puissent aussi vivre de leur art. Et ça aussi. Il y a une différence entre être artiste parce que c'est un métier ou être artiste et en faire un métier. C'est différent. Je pense qu'on vit au monde artiste. Et mettons, après, on va acquérir une compétence, une technicité, mais on est ou pas artiste. On ne devient pas un artiste, on est un artiste. Mettons, on peut avoir des outils, hein, comme mettons aussi l'IA, qui est un outil pour certains artistes, un pinceau, un médium, une technique. Voilà, on peut acquérir pour pouvoir peaufiner et mieux vocaliser son art. Voilà, mieux le communiquer. Mais on est artiste, qu'on soit peintre, chanteur, orateur, écrivain, acteur. Tu es ce que tu es. Donc il y aura toujours de l'art. Que vous ressentez aussi ici avec les artistes qui viennent, qui sont plus là pour une raison économique, enfin d'abord, toujours bien sûr une partie artistique, mais est-ce qu'ils sont d'abord là pour l'économie, puis l'artistique après? En tout cas, ceux avec qui je travaille, non. Sincèrement, non. J'ai des artistes qui m'ont demandé de ne pas vendre leurs œuvres. J'en ai qui ont préféré me payer pour que je puisse au moins couvrir les charges fixes, exposer, montrer aux gens, d'où les arts-péros, mais ne pas vendre. Okay. J'ai une qui me vient à l'esprit, Madame Sidibé, Fatoumata. Pendant longtemps, elle ne voulait pas vendre aucune œuvre. Ils s'en foutent de vendre, mais ils ne peuvent pas ne pas créer. Donc oui, il y en a encore actuellement qui ah non, ça je vends pas, ça je vends pas. Mais finalement on vend quoi? Ah mais on vend rien du tout. Mais comment je fais? Ah mais voilà. Donc il y en a beaucoup. Et même ceux qui sont aussi en Afrique ou qui ont d'autres besoins immédiats financiers qui n'ont pas et qui pourraient vendre ou brader, mais il y en a plein qui ne vendent pas. Et aussi à côté aussi, il y en a aussi qui vendent très cher pour ne pas vendre. C'est vraiment... Il y a un peu de tout dans l'écosystème en fait. Voilà, il y a aussi des galeries aussi qui prennent des artistes, qui les payent tous les mois pour produire. Évidemment, est-ce que c'est un artiste ou pas? Voilà, vous voyez? Parce que ce que tu fais, ça marche bien, on te prend, on te paye, une galerie te prend, on te copte, on te paye un salaire et tu produis. Et on ne vend pas que s'il y a une demande. Okay. Et une dernière question pour terminer cette interview. Est-ce que vous auriez des conseils pour que ce soit les jeunes ici de la diaspora en Europe ou même des jeunes au continent qui voudraient se lancer dans votre activité? Est-ce que vous avez 2-3 conseils à leur donner pour y parvenir? Follow your heart, suive ton cœur. C'est ça? Ça veut tout dire, hein? Parce que si tu as un but, si tu sais où tu veux aller, puis tu sais comment faire pour tu sais comment faire pour y arriver. S'il faut aller à l'école, t'instruire, avoir la technique, avoir la compétence, mais il faut le faire. Donc, d'abord, c'est savoir si vraiment ce que tu veux faire, c'est ça. Ben, donne-toi les outils pour le faire aussi. Instruis-toi, lis beaucoup lire. Ah non, beaucoup lire. Et voilà. Mais avant toute chose, suive son cœur. Comme un artiste. Et donc, chaque mois, on fait un art-péro. Donc, venez. C'est vrai qu'il y a des cartes de membres, hein, mais souvent, il y a des cartes de membres pour ceux qui sont habitués, parce que c'est très grand chez moi ici, c'est pas très grand. Et donc, du coup, pour avoir vraiment le monde qu'il faut, on veut un peu filtrer les entrées, mais il faut venir. Chaque fois qu'on voit sur Instagram un art-péro, il faut venir. C'est souvent le soir, un samedi, de 20h à 22h. Mais c'est souvent assez enrichissant.